Donc, on va commencer. On a quelques minutes de retard déjà. Je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis animateur, journaliste à la radio, à la télé. Et très heureux de l'être aussi pour Jeunes Explos en cette deuxième année consécutive. Jeunes Explos est un organisme à but non lucratif. On offre des informations à des jeunes sur des stages, des choix de carrière aussi. On organise des belles rencontres comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la santé et des services sociaux. Merci d'ailleurs au CIUS de Capitale-Nationale qui est notre partenaire cette semaine, parce que c'est grâce à nos partenariats qu'on organise de très belles discussions avec des experts aujourd'hui. Les jeunes, si vous avez, les jeunes, me semble que je sois les jeunes, peu importe, si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte de commentaires et moi, je fais le relais avec nos expertes aujourd'hui. On a Jouvence Hurst, qui est technicienne en travail social. Merci beaucoup d'être là, Jouvence. Valérie Brodeur, chef du programme des lésions musculo-squelettiques, brûlures graves et amputations. Merci beaucoup d'être ici. Et Claudia Comtois, conseillère d'orientation. Je vais peut-être commencer en demandant à tour de rôle, peut-être en commençant par Jouvence, pourquoi c'est important pour vous personnellement de participer aujourd'hui et de parler aux jeunes de ce que vous faites dans la vie, de votre métier? Bonjour tout le monde. Moi, j'aime pouvoir partager ce que je fais, présenter ce que je fais, des fois un peu aussi euh, dédramatiser ou expliquer un peu, parce que des fois, ça peut être du grand chinois, la relation d'aide. Donc, j'aime vraiment ça, en fait, parler de la job, puis qui est vraiment très, très diversifiée. On peut travailler avec différentes clientèles, différents collègues, différents services. On a vraiment comme, c'est très, très large. Ça peut ne pas être parlant du tout aussi, parce qu'on fait vraiment une job, on va dire, où on caricature beaucoup en disant que on fait juste que parler dans notre travail. Des fois, c'est pas parlant. Et je sais qu'au début, ou quand on se cherche professionnellement parlant, ça peut éventuellement aider d'avoir des témoignages de gens qui sont sur le terrain. C'était à peu près ça, mon pourquoi. Absolument. Bien, on apprécie que vous soyez là. Jouvence, Valérie, de votre côté, pourquoi c'est important pour vous personnellement de participer à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos? Ben, en fait, parce que premièrement, le domaine de la santé, selon moi, c'est le plus beau domaine. Ça, c'est certain. D'être gestionnaire de différents professionnels, je vois ce qu'ils font aussi, puis c'est un domaine qui est gratifiant, qui est vraiment important. Je trouve que l'activité que vous faites aussi aujourd'hui, c'est vraiment super bien. Je me disais, puis c'est ça, que je disais à mon tantôt que j'aurais aimé ça dans mon temps. Moi, je suis vieille, je peux dire les jeunes, que j'aurais aimé ça avoir ce type d'activité-là pour connaître le domaine de la santé. Puis je trouve ça le fun que vous m'invitiez là, pour parler aussi de la gestion parce que c'est de quoi qu'on pense pas nécessairement au niveau de la santé. Moi, je suis physiothérapeute de profession, mais j'avais jamais imaginé que je m'en irais en gestion. Fait que si je peux le faire découvrir un petit peu aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Ben, ça va nous faire plaisir aussi de vous écouter, Valérie. Claudia Comtois, pourquoi vous, c'est important de venir nous parler aujourd'hui avec Jeunes Explos? Parce que moi-même, je suis une personne qui s'est beaucoup cherchée professionnellement. Je me souviens très, très clairement là, de ce que ça fait vivre, de se questionner sur son avenir, sur ses projets, sur tout orchestrer ça dans le temps. Puis, je pense que c'est le fun d'avoir des témoignages de gens qui ont toute leur expérience puis qui les ont menés comme Valérie, qui pensait jamais faire de gestion. Donc, de voir en plus du témoignage sur des professions, les perspectives, les opportunités, ça nous aide, je trouve, à mieux vivre cette espèce de petit chaos-là qui nous habite quand on cherche donc puis qu'on se questionne donc si on va faire le bon choix pour notre avenir, là. Fait que je trouve que c'est vraiment une plateforme super que je suis depuis le début, jeune explorateur, puis pour sortir de sa tête puis aller voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'il y en est. Parce que de l'information sur les réseaux, je pense que tout le monde ici, là, vous êtes très à l'aise pour aller chercher, peu importe la question, mais avoir vraiment le pouls de la réalité. Je trouve que c'est le pesant d'or là, de cette organisation-là là, que vous êtes. Absolument. Puis avant d'en apprendre un peu plus sur votre domaine, d'aller creuser plus profondément sur votre métier, je veux savoir justement, dans vos mots, peut-être en commençant par, je pense, votre métier, vous êtes technicien en travail social. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre définition de votre job, comme on dit? Définition de ma job, ça serait de pouvoir donner un coup de main, de venir aider les personnes qui ont besoin à un moment donné dans leur vie où ça va moins bien. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce.
Puis c'est de pouvoir un peu les soutenir dans ce qu'ils ont besoin, d'avoir un œil comme vraiment d'extérieur. Donc on peut être vraiment dans l'écoute, d'en donner des conseils en fonction de ce que la personne veut, de ce qu'elle veut, pour reprendre du pouvoir sur sa vie. Puis, mais c'est vraiment le but que ça vienne d'elle, puis qu'on lui donne juste les petits cues, juste le petit coup de pouce, là, pour la petite aide pour comme monter ce qu'il y a à monter. Donc, c'est comme ça que je le définirais, c'est vraiment comme l'écoute, puis le donner donner des petites aides et vraiment le reprendre du pouvoir sur sa vie quand ça va moins bien. Vraiment dans la relation d'aide, évidemment. Valérie, vous êtes chef du programme des lésions musculo-squelettiques, brûlures graves et amputations. C'est quand même un titre Non. assez long, intéressant aussi. Ça mange quoi en hiver, ça? Ben, moi, en fait, je suis chef de programme en réadaptation. Fait que, nous, on voit en réadaptation des gens qui ont eu soit une amputation, qui sont grands brûlés, qui ont eu un polytraumatisme. Donc, moi, comme gestionnaire, ben, j'ai une équipe d'une cinquantaine de professionnels. Euh, Physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues. Qu'est-ce que ça mange un gestionnaire? En fait, c'est un peu difficile à décrire parce qu'il y a tellement de choses, mais c'est ce qui est le fun, là, parce que c'est très diversifié. Mais bon, quand on applique, mettons, sur un poste de gestionnaire, ça dit toujours, vous allez être responsable des ressources humaines, matérielles, financières. Fait que ça fait plein de choses. Évidemment, on est responsable des professionnels. Fait qu'il faut s'assurer qu'il y ait assez de monde dans notre équipe, qu'ils soient bien formés. Il faut s'assurer qu'il y a un bon climat d'équipe, qu'il y ait de la collaboration, qu'on ait des activités qui font en sorte que ça favorise ça. C'est sûr que ces professionnels-là, eux, ben, ils ont des pratiques pour traiter les usagers. Fait qu'il faut s'assurer qu'on soit toujours en amélioration continue, qu'on soit sûr qu'avec les types de clientèle qu'on voit, on ait les meilleures pratiques, qu'on soit au bout du jour avec qu'est-ce que la science, qu'est-ce que les dernières données probantes nous disent, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette clientèle-là pour être sûr qu'on donne les meilleurs services aux usagers. Fait on entend souvent parler de comité d'amélioration continue. C'est sûr ben, qu'on a tout le côté financier, on a un budget à gérer, il faut s'assurer qu'on rentre dans notre budget, on a des chiffres à suivre, des statistiques au niveau de la performance, entre autres. Et ben, tout le côté du matériel, ben, en santé, on a plein d'équipements pour traiter notre clientèle. Fait qu'il faut s'assurer qu'on ait les bons équipements, les remplacer. Fait que ça, c'est en gros, mais il y a tellement d'autres choses, là. Une journée, ça se ressemble jamais, là, d'une journée à l'autre. Mais en gros, dans les principales tâches, là, c'est ça que je dirais. Donc, pas tant de routine, ça peut quand même changer beaucoup. Claudia, quand toi, conseillère d'orientation, on se doute un peu c'est quoi. Souvent au secondaire, on a affaire avec quelqu'un qui est conseiller en orientation. Mais dans vos mots, c'est quoi votre travail, votre métier? C'est sûr que c'est très différent être conseillère d'orientation au CIUS de la capitale nationale dans le cadre de mes fonctions que ça l'est dans le milieu scolaire, là, pour avoir travaillé dans différents secteurs. Mais il y a quand même des choses là, qui reviennent toujours. Donc, moi, comme conseillère d'orientation à la direction des ressources humaines du CIUS, je rencontre des salariés qui, on appelle ça, qui ont porteurs au nom de limitation fonctionnelle permanente. Donc, ils se sont blessés, ils peuvent plus faire leur travail de préposé aux bénéficiaires, d'infirmiers, de techniciens en physiothérapie. Donc, mais ils veulent continuer pour travailler pour l'organisation qui, tu sais, c'est quand même au-dessus de 19 000 employés, là, le CIUS, c'est très gros. Donc, ils veulent se réorienter. Donc, je rencontre des salariés pour les soutenir dans les deuils de carrière, par exemple, tout ce que ça implique quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu fais ton travail et que tu peux plus le faire tout à coup. Donc, je les accompagne aussi dans la transition de cette carrière-là, donc par le processus, donc par des recherches, par des mises en contact aussi, tu sais, ce que je fais avec vous pour concrétiser un petit peu c'est quoi le travail, mais je le fais aussi avec les salariés que je rencontre pour les emmener sur le terrain, avoir une meilleure idée pour être capable de se projeter dans un autre emploi, dans un autre travail. C'est certain que on fait du testing, il faut faire le point aussi sur bon bilan de compétences sur des salariés. Ont travaillé, ils ont une expérience professionnelle, une expérience scolaire et parfois on explore aussi certaines formations aussi avec eux qui pourra leur donner là, des habiletés ou la confiance nécessaire pour passer à un autre type d'emploi, par exemple.
Puis, ben, évidemment, ben, on fait le point, là, tout ça tout ça doit avoir un minimum faut que ce soit arrimé avec le profil du salarié, hein, tu sais, tes intérêts, tes aptitudes, ta personnalité, tes valeurs au travail. Donc, tout ça, c'est l'arrimage de tout ça, autant de ton profil, de ton bilan, de tout ce qu'on va retirer de ça et des options possibles au CIUS aussi et tout le processus pour s'y rendre. Fait que c'est dans tout ça que j'accompagne les salariés. Euh, dans un aspect aussi, l'aspect counseling est important là, parce qu'il y a beaucoup, ça réveille beaucoup d'émotions, toutes les transitions de carrière, là, j'ai envie de dire, au CIUS. Ouais. Et dans votre cas, Claudia, une journée typique ressemble à quoi? Tu sais, aujourd'hui, outre brancher sur mon avenir, vous faites quoi de votre journée ou de votre semaine, on va dire? OK. Oui, OK. Ben, oui, ben là, mais nous, en ce moment, au CIUS, on a une période d'affichage. On a 3 périodes d'affichage par année. Et donc, là, les emplois sont disponibles. Tous les employés du CIUS, dans leur catégorie, peuvent explorer des opportunités d'emploi. OK? Donc, je regarde attentivement qu'est-ce qu'il y a comme emploi, qu'est-ce qu'il y a comme besoin. Parfois, avec les salariés que je suis, mais j'en profite pour établir des contacts pour non engageants pour aller explorer certains métiers. Par exemple, préposé aux bénéficiaires qui n'a plus pu être préposé, mais qui, dans le temps, a de l'expérience comme agent administratif. Ben, des fois, on va se servir. Est-ce qu'on peut se mettre en contact avec un agent administratif du terrain? Fait que la période d'affichage va des fois aussi aider à trouver le gestionnaire pour le mettre au courant, lui demander aussi la permission. Fait que je fais beaucoup de recherches comme ça, des options. Je vais rencontrer une salariée aussi parce que le processus, c'est de 5 rencontres. Fait que mes semaines, il y a beaucoup de rencontres en individuel avec les salariés. Pour les suivre dans le processus, j'ai beaucoup de suivi téléphonique auprès d'eux à faire aussi et auprès de certains gestionnaires, comme je vous dis, pour mieux comprendre les besoins, pour mieux comprendre les conditions d'exercice des emplois. Ça aussi, c'est important. C'est important d'avoir le point de vue des gestionnaires, donc aller sur le terrain pour mieux comprendre les emplois qui sont dans notre organisation. Je vais avoir des rencontres d'équipe aussi le jeudi matin pour pouvoir tout se faire une tête plus globalement. Hein. On travaille tout avec nos affaires, mais c'est le fun de se réunir en équipe. Une partie super importante. Puis, sinon, qu'est-ce que je fais de mes semaines? De la recherche, des contacts, des rencontres, puis des rencontres d'équipe, des rencontres individuelles, des rencontres d'équipe. Et de la rédaction. Ah, je vais faire beaucoup de rédaction aussi. Il y a des périodes pour rédiger des notes évolutives parce qu'il faut garder tu sais, comme conseillère d'orientation, je suis membre d'un ordre professionnel, donc je me dois d'avoir puis même au CIUS aussi, là, on se doit d'avoir une tenue de dossier impeccable. Donc, tu sais, il faut garder des traces de nos rencontres aussi pour notre tête, là, pour se souvenir. Donc, la tenue de dossier, de la rédaction aussi de bilan de démarche qu'il faut faire à la fin des processus là, que j'ai avec les salariés. Fait que, il y a de la rédaction aussi dans tout La ça, puis rédaction, il y a des tâches la tenue assez de dossier variées. statistique. Ouais, il y a des responsabilités quand même. Vous en avez quand même beaucoup ici, c'est le fun. Il n'y a pas tant de routine, j'ai l'impression. Ça doit changer beaucoup. Je pense de votre côté, une journée ou une semaine typique ressemble à quoi dans votre job? Je pense, pas mal avec mes collègues, il n'y a pas de routine non plus. Donc, moi, ma majeure, c'est d'intervenir à domicile. Donc, j'interviens vraiment dans le côté proximité avec les personnes. Puis, là, actuellement, mon mandat, c'est vraiment du court terme. Donc, on intervient parce qu'il y a eu, en partenariat, il y a eu une demande avec, comme par exemple, c'est un autre travailleur social qui nous a référé et a besoin d'un petit coup de main comme à la maison, peu importe pourquoi. On n'est pas du service d'aide à domicile, juste la petite différence, des fois, c'est un peu mêlant. Mais on peut intervenir, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aide pour, par exemple, la relocalisation au niveau du logement. Il y a besoin d'aide pour, par exemple, faire un peu ce qu'on appelle de l'exposition progressive parce qu'il y a beaucoup d'anxiété est venue suite à un événement de deuil, de perte d'emploi ou peu importe. Donc, on est un peu on va vraiment se baser en fonction de ce que la personne veut, a besoin, sur du court terme. C'est une situation contextuelle, donc il s'est passé de quoi dans la vie, puis ça a un peu été
la routine a pris le bord, puis on vient juste un peu aider à reconsolider tout ça. Comme Claudia, les notes évolutives, ça fait partie de la réalité, puis c'est important parce que même sans parler en intervention, on ne sait pas forcément notre tasse de thé. Là, souvent, là, c'est un peu à la niaiserie, on fait comme ah mon Dieu, va falloir que je fasse ça. Mais c'est C'est aussi quoi une notre note aide-mémoire. évolutive, rapidement, comme Oui, une description de quoi? C'est quoi une note évolutive? ça serait un résumé un peu de ce qu'on a fait pendant la rencontre. Donc, souvent, moi, tu sais, je catégorise, par exemple, où elle s'est fait la rencontre, qui était présent, c'était quoi les objectifs, c'est quoi les informations qu'on a recueillies, les interventions qu'on a faites avec la personne, puis c'est quoi les orientations pour la prochaine rencontre. Donc, c'est vraiment un résumé de ce qui s'est passé. Puis souvent, moi, c'est mon aide-mémoire aussi. Si, par exemple, j'ai pas vu la personne depuis 2 semaines, 3 semaines, pour X ou Y raison, mais tu sais, ça me permet de voir, ah oui, c'est vrai, on s'était parlé de ça, on s'était parlé de ça, puis la personne, elle avait ça à faire comme recherche ou ça à faire, ou moi, j'avais des appels à faire auprès d'organismes communautaires ou tout ça, parce que j'ai des contacts à faire des fois, des démarches à faire avec la personne mais aller trouver les noms, etc. J'ai aussi une partie aussi où je travaille en équipe, bien sûr. Il y a quand même mes collègues qui sont là en soutien. Tu sais, on a tout le temps des réunions d'équipe, etc. On se partage, cliniquement parlant, des fois. Et j'ai un peu plus de difficultés là-dessus. J'ai besoin d'inspiration pour des outils, tu sais, des pistes de réflexion. Mais des fois aussi, on a ça comme aide. Puis on peut travailler aussi en partenariat avec l'extérieur, donc les organismes communautaires, dans la communauté, connaître le bassin des organismes, des services est vraiment très, très aidant. Surtout quand on a une diversité de, d'intervention, c'est-à-dire on peut autant intervenir dans le cadre de la santé mentale dans le cadre de la relocalisation, que dans le cadre de l'anxiété, de l'accumulation au niveau du logement. Donc on a vraiment comme une très, très, très grosse diversité. La transition vie adulte aussi, un jeune adulte qui a besoin d'aide pour premier départ en appartement, j'ai pas de soutien dans mon entourage, dans mon réseau. Tu sais, ça fait partie de notre mandat, par exemple, hein, la première facture d'électricité d'Hydro-Québec qu'il faut faire, comment on fait. Mais nous, des fois, on peut venir en fait en soutien un peu pour les bases en fait là-dessus. Donc il faut comme une connaissance, puis ça s'acquiert là. Je veux pas faire peur aux jeunes, là. Ça s'apprend sur le terrain. Ça prend vraiment bien si on est prêt à ouvrir et à découvrir. On a une curiosité là, ça s'apprend vraiment bien, puis ça se développe. Puis euh, les gens sont là aussi pour ça, du moment où on est capable de savoir quelles ressources faire appel à qui. C'est vraiment très, très aidant, puis ça se fait. Ça se fait aussi. Puis, dans votre cas, Valérie, votre métier dans vos mots, parce qu'il y a de la gestion, la réadaptation, mais dans vos mots, c'est quoi votre métier? Ben, en fait, si je pense à une journée type, je vais avoir beaucoup de rencontres dans ma journée. Je peux avoir des rencontres individuelles avec les employés de mon équipe pour diverses raisons, pour des raisons professionnelles qui ont des besoins pour pouvoir faire leur métier, mais ils peuvent avoir aussi des raisons personnelles qui vont affecter leur journée professionnelle. Fait que j'ai à les rencontrer. Je suis responsable aussi de leur évaluation de la contribution. Fait qu'une fois par année, je suis responsable d'évaluer comment ça va, s'il y a des choses qui doivent être ajustées, c'est quoi les objectifs, les défis qu'ils veulent relever pour la prochaine année. Je vais avoir des rencontres d'équipe aussi. Tantôt, je parlais des comités d'amélioration continue. Fait que ça, c'est des comités où on va penser à nos pratiques, c'est des sujets de fond, comment on veut améliorer nos services à la clientèle. Fait que je vais animer ces réunions-là. J'ai d'autres plus petites rencontres qu'on appelle, nous autres, dans le CIUS de la capitale nationale, des caucus avec les équipes. Ça, c'est des petites rencontres qui durent là, entre 15 et 30 minutes qu'on fait régulièrement, là, à toutes les semaines. Puis là, on va parler de ce qui va bien, des informations que les gestionnaires on donne de semaine en semaine. On va parler des irritants, des petits problèmes qu'on veut régler, qu'est-ce qu'on veut améliorer à plus petite échelle. Fait qu'on va suivre ça chaque semaine pour être sûr qu'on règle ça. Évidemment, je vais avoir des rencontres de direction aussi avec les autres gestionnaires de ma direction pour vraiment au niveau de la qualité de nos services, notre vision des services, les différents projets. Puis c'est ça, je dis projet, on peut avoir des projets spéciaux aussi. Moi, si je pense dans la dernière année, je suis responsable aussi de la clinique satellite COVID longue. Fait que ça, c'est quoi de nouveau dans la santé, la COVID longue, hein? On n'avait pas ça avant 2020. Puis là, il y a des gens qui souffrent de cette pathologie-là, qui est la COVID longue. Fait qu'il a fallu que je monte une équipe de professionnels
essayer qu'ils se forment, qu'ils se développent, penser avec ça va être quoi les services qu'on va leur donner, ça va être quoi nos trajectoires, avec qui qu'on travaille. Puis là, on a travaillé avec plein de gens au Québec qui partaient des cliniques satellites. Fait qu'on a des projets spéciaux. C'est pour ça que je disais, c'est dur à décrire parce que c'est très diversifié. Une journée n'est jamais pareille. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Vous avez quand même une journée avec beaucoup de temps qui est rempli quand même, des activités Oui. assez diversifiées également. Mais pour se rendre là, dans votre cas, Valérie, votre formation, vos études ont ressemblé à quoi? Ça ressemble à quoi votre parcours scolaire? Ben moi, au cégep, je suis allée en sciences de la nature. Puis moi, depuis le début, là, je savais que je voulais travailler en santé. Puis à ma deuxième année de cégep, là, je me suis orientée vers la physiothérapie. C'était quoi que je voulais vraiment faire. Ben, j'ai été physiothérapeute là, quand même une dizaine d'années. Mais moi, j'étais du genre que j'aimais la santé, mais dès le secondaire, là, j'étais tout le temps la fille qui voulait s'impliquer dans plein de choses, dans plein de projets. Puis, un petit côté leader que j'avais. Et ben c'est ça, il y a plein d'opportunités qui peuvent arriver là, quand on travaille en santé. Fait que moi, il est arrivé un poste de coordonnatrice clinique. Ça, une coordonnatrice clinique là, dans le milieu de la santé, c'est elle qui va coordonner les services, qui va monter une équipe autour d'un nouvel usager qui commence. Quand on a une nouvelle admission, c'est elle qui va s'assurer que toute l'équipe est montée. Fait que ça, j'ai été là-dessus. Puis à cette époque-là, la gestionnaire, elle trouvait que j'avais des bonnes qualités puis que je pouvais être gestionnaire. Fait que nous, on a l'opportunité en santé qu'on a des relèves des cadres. Fait qu'on peut appliquer sur la relève des cadres. Puis pendant cette année-là, ils vont nous donner de la formation pour devenir gestionnaire, pour avoir différents connaissances sur la gestion humaine, mais la gestion, comme on disait, financière, matérielle. Mais moi, malgré tout, je trouvais que même si j'avais fait mon bac en physio, je voulais avoir plus là, de connaissances, plus de compétences en gestion. Fait que moi, j'ai décidé de faire une maîtrise en gestion. J'ai fait la maîtrise qui s'appelle en développement des organisations. Ça se donne à l'Université Laval. Puis, qui est cool, c'est que c'est une maîtrise qui s'adresse à des gens qui vont devenir gestionnaires ou qui sont déjà en situation de gestion. Fait que c'est une maîtrise qui se donne sur 5 ans. On fait un cours par session, puis c'est fait pour qu'on puisse continuer d'être gestionnaire en même temps qu'on fait cette maîtrise-là. Et ben là, on va acquérir toutes sortes de compétences sur les communications, sur les habiletés de négociation, les habiletés politiques, sur la gestion du changement, sur toutes sortes de thèmes qu'il faut qu'on maîtrise un peu plus là, quand on est gestionnaire. Fait que moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé là, à avoir plus confiance là, pour être gestionnaire de faire cette maîtrise-là là, dans mon parcours. Quand même un parcours assez avancé niveau scolaire jusqu'à la maîtrise aussi. Dans votre cas, Claudia, vos études, votre formation ressemble à quoi pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Moi, je suis passée par, c'est quoi l'adage? Passer par Rome pour aller, je sais pas où, là. En tout Les chemins cas, mènent à Rome? ouais, non, non, ben, en fait, moi, en sortant du secondaire, je suis allée faire des diplômes d'études plus générales au cégep, là, en sciences humaines. J'ai arrêté 2 ans, j'ai voyagé. Je suis revenue, j'ai étudié en gestion hôtelière. Donc, j'ai aussi un DEC en gestion hôtelière où j'ai travaillé une dizaine d'années dans ce domaine-là, puis qui m'a permis de voyager aussi. J'aimais les voyages. Mais bon, après 2 ans, je voulais tout le temps plus, tu sais, quelque chose qui me manquait là, au niveau de la relation d'aide. Là. À un moment donné, j'ai fini par cliquer que c'était ça qui me manquait beaucoup. Donc, je me suis engagée, j'ai hésité entre le bac en orientation, relations industrielles, administration. Donc, tu sais, tout ça parce que je m'intéressais beaucoup à la dynamique du marché du travail. Et finalement, mais, c'est vraiment en orientation que j'ai décidé de faire le saut là, parce que ça me. Puis dans le fond, là, en fait, après, j'ai fait la maîtrise parce que je voulais devenir conseillère d'orientation. Et donc, pour devenir conseillère d'orientation, ça prend la maîtrise pour faire être membre de l'ordre. Fait que, tu sais, c'est comme le chemin doit. Il y a des chemins prédéfinis si tu vises un titre aussi, là. Euh, donc voilà, c'est vraiment à travers l'orientation que j'ai trouvé l'heureux mélange là, de mon besoin d'être en relation d'aide tout en m'intéressant beaucoup à tous les phénomènes de l'organisation du travail, là, tu sais, puis de comment l'humain vit puis grandit là-dedans. Là, vous vous aidez à nouveau, vous redonnez en gros, donc c'est beau, il y a C'est un lien ça. dans votre domaine absolument. Vous, Jouvence,
Pour devenir technicienne en travail social, vos études et votre formation ressemblent à quoi? Moi, j'ai un parcours un peu, je pense aussi atypique comme Claudia. Ça s'entend, je suis pas originaire du Québec, du Canada. Moi, mon parcours à la base est en France, dans mes études. Mais si on va dire que si je fais j'essaye de mettre à la québécoise. Ici, c'est vraiment, si on veut être technicien en travail social, il faut prendre un DEC, une technique en travail social. Donc, on finit le secondaire, on va au cégep pour faire la technique en travail social. Puis des fois, c'est ce qui permet de voir aussi, tu sais, quand il y en a qui hésitent entre travailleurs sociaux, juste être technicien en travail social, tout ça, mais passer par la technique, ça peut aussi nous aider à savoir si on veut continuer ou pas à l'Université Laval ou au bac. Moi, mon parcours à moi, j'ai commencé, je suis sortie du secondaire, j'ai toujours voulu aller en relation d'aide, mais je ne savais pas où. Éducateur spécialisé, technicien en travail social, travailleur social, je ne savais pas où exactement je voulais aller. Donc, j'ai commencé à travailler directement en tant qu'intervenante scolaire, l'équivalent en fait intervenante scolaire en France. J'ai travaillé, j'ai repris les études, j'ai retravaillé, pas toujours intervenante scolaire, peut-être j'ai quand même interrompu, etc. Et donc en même temps, je faisais mon expérience. Je commençais aussi à savoir quel type de clientèle, j'aime pas le mot clientèle, c'est pour ça que je mets des guillemets, mais quel type de public je voulais plus travailler. Et je suis arrivée, en fait, je suis arrivée au Québec il y a plus de 8 ans. J'ai fait un certificat en service social ici. Mon objectif, c'était un peu de voir ça ressemble à quoi le travail social ici. Est-ce que mon bagage en France suffit pour pouvoir passer ici? Puis, je suis passée par le parcours, en fait, je suis passée par le ministère de l'immigration, le MIFI, pour pouvoir me faire reconnaître en fait l'équivalence de la technique obligatoirement que oui, mon bagage scolaire français est correct et donc peut être considéré comme une technique ici. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux exercer comme technicien en travail social. Donc, ça ressemblait à ça. Puis après, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir à force de faire des expériences, bénévolat, etc. J'ai souvent été aussi bénévolat à plusieurs endroits. Donc, c'est aussi comme ça que je me suis dit, ah, je préfère tel public, je préfère travailler avec tel enjeu, je préfère travailler tout ça. Donc, ça aide un petit peu avec son propre parcours personnel. On peut aussi savoir vers quoi on a plus de facilité ou vers quoi on a le goût d'avoir les défis. Parce qu'il y a aussi, si on est un peu fervent de défis dans sa job au quotidien, des fois, ça peut être aussi, ah, ça me tente d'aller vers plus tel profil ou telle sphère ou tel domaine. Une belle aventure dans votre cas aussi. J'en profite aussi pour ceux et celles qui sont à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de commentaires. Moi, je fais le relais. Puis de toute façon, c'est rediffusé, ça va être sur YouTube. Donc, si un ou une de vos amis manque le webinaire d'aujourd'hui, mais il y a toujours moyen de lui envoyer par la suite. Moi, je veux savoir maintenant, peut-être en commençant par Valérie, le moment où vous avez su que votre domaine ou votre emploi, en l'occurrence, était fait pour vous, que vous étiez sur votre X, comme on dit selon l'expression, c'est quoi ce moment-là? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez eu le déclic de je pense que ce que je fais dans la vie, mon métier, ben, c'est vraiment fait pour ma personne? Ben, en fait, quand j'étais tu sais, au secondaire, au cégep, je savais que je voulais aller en santé. Ça, c'était clair avec moi. J'avais eu quand même des petites expériences de bénévolat. Moi, j'avais eu moi-même la physiothérapie plus jeune. Fait que ça, c'était quoi que je savais que je voulais aider les autres. Je voulais être en relation d'aide. Ça, c'était assez clair. Euh, Puis après ça, ben, quand je suis arrivée en physio, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, mais j'avais tout le temps un goût de plus. Comme je disais, là, je voulais toujours aller dans les différents projets, m'impliquer dans les comités. Puis, tu sais, les gens, je pense qu'ils voyaient en moi, c'est ça, ce petit côté-là un peu plus fonceur. Puis c'est vraiment quand je suis devenue coordonnatrice clinique que là, moi, j'ai eu le déclic pour la gestion. En fait, j'ai eu vraiment un super bon mentor. Ma gestionnaire de l'époque était vraiment là, géniale. Puis j'aimais ça, son côté humain avec les employés, mais comment elle se dévouait, elle aimait ce qu'elle faisait, puis elle voulait améliorer les services. Puis moi, ça a été vraiment le déclic. Là, j'ai su que je voulais aller en gestion. Puis quand les gens, quand je suis devenue gestionnaire, là, ça fait maintenant 10 ans, ils me disaient, hey, mais tu t'ennuies pas de tu sais, traiter de la clientèle, mais je disais,
oui, je m'ennuie un peu de ça, mais je continue pareil tellement d'être en relation, mais maintenant avec les employés. C'est que moi, je suis là pour les aider comme gestionnaire. Je suis là pour m'assurer qu'ils ont le meilleur climat de travail, qu'ils ont les meilleurs équipements, le meilleur environnement pour qu'eux autres, ils puissent faire leur job. Puis, tu sais, je vois l'importance de tout ce qu'ils font. Fait que moi, comme gestionnaire, ben, je veux m'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir aider la clientèle. Puis je continue quand même à l'avoir, la clientèle. Je les vois dans les corridors, ils me connaissent quand même aussi. C'est sûr que quand je rencontre plus des usagers, c'est souvent quand c'est des situations un petit peu plus difficiles. Mais c'est ça. Moi, ça a été le déclic là, en gestion, là, quand j'étais coordonnatrice. Tous les projets, je voyais toutes les opportunités de transmettre une vision que j'avais de la qualité des services, comment on pouvait faire mieux. Fait que c'est vraiment été là le déclic là, de mon côté. Puis c'est souvent, c'est ça, au contact de quelqu'un qui fait la même chose, que wow, tu sais, ça a l'air donc bien fun, puis elle m'a encouragée. Puis je suis bien contente de à aller dans ce domaine-là. Je suis contente d'être sur votre X. Dans votre Oui. cas, Claudia, c'est quoi le moment qui a fait en sorte que vous avez su que votre job, votre métier, c'était fait pour vous? Il y en a eu comme différents. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire de l'aide à la correction à un moment donné pour un cours qui s'appelle Intervention psychosociale, ce que j'ai bien trippé, mais que j'avais trouvé quand même difficile. Puis pour un autre cours aussi. Puis là, ben, on dirait que je tripais aussi de revisiter les cours. Puis je voyais l'évolution, là, tu sais, dans tout, entre le moment que j'avais fait le cours, puis là, ce que je voyais dans tout ce que, tu sais, quand tu fais le cours, tu sais pas ce que toutes les autres ont répondu, mais là, tu vois les tendances et tout ça. Donc, ça, pour moi, je trouvais ça vraiment très intéressant de voir toutes les différentes visions de l'intervention en orientation. Fait que pour moi, ça m'alimentait beaucoup pendant mes études, ça, cet emploi-là. Mais vraiment, moi, j'ai commencé à travailler plus au communautaire avec des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, santé mentale. Donc, je m'occupais, en fait, quand ils étaient rendus à la réinsertion socio-professionnelle, puis trouver des projets pour le futur, puis qui étaient tout anxieux parce que ils se connaissaient plus en dehors de la drogue, là, si on veut. Puis quand je m'embarquais dans ces processus de groupe-là, parce que ça non plus, tu sais, je savais que j'aimais ça, bon, je faisais avec les gens, puis je suis pas d'une nature très gênée, mais là, faire de l'intervention de groupe comme ça, auprès de l'orientation de groupe, et puis en même temps un peu individuel, puis de voir les gens évoluer, là, puis de finalement aller finir leur secondaire 5, par exemple, à l'éducation des adultes au terme de ça, ben moi, je sais pas, on dirait que ça me nourrissait vraiment. Là, j'avais l'impression d'être sur mon X là, dès là. Puis aussi, c'est vraiment dans ce que je fais là. C'est comment dire, je pense qu'il faut avoir juste le goût d'apprendre tout le temps parce que ça évolue tellement le marché du travail, puis même, puis, tu sais, puis toute l'organisation du travail, on l'a vu, bon, avec l'arrivée du télétravail, par exemple, ça a bouleversé les façons de vivre le travail, les façons de se projeter dans le travail. Donc, tout ça, ça m'alimente, puis ce goût d'apprendre-là constant, je pense que ça fait en sorte que je suis jamais tannée d'être conseillère d'orientation, puis je sais que je suis sur mon X, mais en même temps, être sur mon X, jamais acquis, tu sais, que j'ai toujours de quoi apprendre de plus. Mais c'est l'expérience au communautaire, vraiment, moi, d'entrée de jeu, après, quand j'ai gradué, qui a confirmé vraiment que j'étais à bonne place. Ouais. Donc, toujours de la motivation, puis on finit jamais d'apprendre finalement. Et dans votre cas, Jamais. je pense le moment où vous avez su que vous vouliez être technicien en travail social, puis le moment qui a confirmé que c'était fait pour vous, c'était quoi et c'était quand? Et c'est marrant, parce que dans ce que dit Claudia, je me retrouve quand même beaucoup. Donc, excusez, là, je vais radoter à ma façon. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs moments, moi aussi. Premier, tout au début où j'étais au secondaire, puis j'hésitais toujours j'hésitais entre être enseignante en primaire, puis être en intervention. Puis je me suis dit, en intervention, ça peut pas être pour moi. Je vais prendre trop à cœur les situations des gens. Genre, ça va trop me toucher. Je vais pas être capable de prendre tu sais, de prendre le pas de recul puis de les aider pour vrai sans être comme impliquée puis comme ça me touche tout le temps. Puis que je finisse par être blessée là-dedans. Puis jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui me dise, en fait, un intervenant qui me dit, non, non, mais ça s'apprend, je pense. Ça s'apprend pour vrai. OK? Donc, si tu es prêt à apprendre, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as vraiment le goût d'aller là-dedans, plus t'es
vas-y. J'ai fait le choix d'y aller, puis les premiers cours qui sont en lien avec la santé mentale, les différents troubles de santé mentale, moi, ça, genre, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, puis j'ai fait, oh my God, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai fait un stage en France aussi, où, entre autres, il y avait santé mentale. On était sur des plateaux de travail, santé, et puis avec des gens qui avaient des problématiques de santé mentale. Ça m'a encore plus confirmé que j'aimais vraiment ça, puis autant l'intervention que la santé mentale. Puis, ici, arrivé au Québec, que j'ai le plus tripé dans mes expériences et qui m'aide encore beaucoup, même si je suis plus dans les services généraux, mais j'ai travaillé en fait en hébergement d'urgence itinérant santé mentale. Moi, ça a été le combo qui m'a comme mis, je pense, encore plus éclairé puis mis des étoiles dans les yeux. En général, quand j'en parle, les gens autour de moi qui sont pas du tout là-dedans me font comme oh mon Dieu, en même temps je suis genre admirative et en même temps je te comprends pas à quel point t'aimes ça. Ils sont beaucoup à faire comme ok, c'est parce que t'es un peu une bibite bizarre quand même d'aimer à ce point-là. Et t'es les gens puis Bizarre, ouais. je connais pas vraiment, là. Pour eux, ils sont fascinés parce que les personnes en situation d'itinérance, puis souvent avec une combo de santé mentale, puis Claudia va sûrement me le confirmer, aussi avec une problématique de dépendance. Il y a comme un trio gagnant, là, ben, malheureusement. Puis c'est une complexité de personnes qui l'ont pas eu facile dans la vie, peu importe la raison, puis que c'est pas forcément un parcours, par exemple, de DPJ comme on pourrait caricaturer dans les faits divers, mais c'est des fois un enseignant au cégep qui, comme pour X ou Y raison, il y a eu à un moment donné un truc dans sa vie qui a fait que soit c'est passé par la consommation, puis ça a dérapé, santé mentale, il y a eu un développement de problématiques de santé mentale, ou il y a eu un développement de problématiques de santé mentale, puis il y a la consommation qui a embarqué, puis tout a dégénéré malheureusement dans le reste de sa vie, puis il est arrivé en situation d'itinérance. Puis moi, c'est ces parcours-là de ces gens-là qui me fascinent, mais qui me fascinent et je les admire. Moi, souvent, je leur dis, je vous lève mon chapeau parce que vous êtes encore là en face de moi, on jase et vous êtes prêts à vous en sortir. C'est vraiment des parcours de vie que, genre, moi, je peux les aider un tout petit peu. Si je peux leur donner un petit coup de main pour qu'ils aillent un peu mieux ou que ça dégrade pas plus, ben, je vais être contente, puis je vais être contente d'avoir pouvoir participer s'ils le souhaitent, bien sûr. Donc, je pense que moi, ça a été ces gros moments clés, tout ça. Puis là, actuellement, je suis en service généraux au CIUS. Donc, j'aide toute personne avec tout enjeu, peu importe l'enjeu, le besoin. Mais ça reste que ce parcours-là m'aide énormément à comprendre des fois les parcours complexes, puis des fois à prévenir aussi, d'éviter que ça dégrade éventuellement, d'avoir un peu d'être plus à l'affût. Dans votre cas, je pense, les conditions de travail, les horaires ressemblent à quoi? Je dirais que, en fait, honnêtement, c'est plutôt commun. Dans le sens où je fais 2 jours de semaine. Là, tu sais, mon service, ça, c'est quand même ça. Je dirais quand même qu'il faut pas hésiter à avoir une flexibilité. Puis je veux pas que ça fasse peur, mais une flexibilité de quelqu'un, par exemple, qui recommence à prendre le travail, mais a besoin d'aide un peu plus tu sais, dans la vie quotidienne personnelle pour reprendre du pouvoir d'agir. Mais ça se peut que finir à 17h, 18h, ben, ça fasse partie de la réalité pour pour cette personne-là. Ou il y a besoin d'un accompagnement particulier, je ne sais pas, moi, je vais dire une bêtise, mais hey, en fin de compte, je suis prêt à aller aux alcooliques anonymes ou aux narcotiques anonymes, mais genre, souvent, je te fais confiance à toi, puis j'aurais besoin du petit coup de pouce de genre pour la première rencontre, est-ce que tu peux m'accompagner? Déjà, si la personne me demande là, c'est qu'elle est vraiment rendue, genre, qu'elle ose demander de l'aide, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour elle. Puis, tu sais, c'est être prêt à aller faire ce bout-là avec pour aussi découvrir une autre facette aussi de sa vie, faire d'autres contacts, aussi c'est niaiseux, mais faire d'autres contacts, se faire son réseau aussi de contacts d'organismes, de découvrir d'autres services, puis de créer un lien de confiance qui a juste pas de prix pour le reste de l'accompagnement, qui des fois peut être déterminant et clé. Donc, 2 jours de semaine pour moi, et la plupart du temps dans mon expérience, ça a été ça. J'ai eu un peu de fin de semaine aussi, quand même, ou de soir, mais la majeure, c'était plus 2 jours de semaine, mais c'est être prêt à faire un peu ces entorses-là, tu sais, pour
pour le bien de l'accompagnement, si c'est pertinent, si on le juge pertinent. Donc, S'adapter aussi au niveau de l'horaire, dans ce cas-ci, à la clientèle. Dans exact. votre cas, Valérie, les conditions et l'horaire ressemblent à quoi dans votre métier? Ben, je dirais que ça ressemble quand même à Jouvence. Je pense qu'il faut se mettre comme gestionnaire une certaine discipline là, pour s'arrêter parce que le travail est à l'infini. Mais moi, tu sais, généralement, je vais arriver vers 8h30. Je vais repartir plus vers 5h30 le soir. Puis, mais il faut être flexible, là. Il peut arriver de quoi qu'il faut qu'on reste le soir, mais ça n'arrivera pas souvent. Ou ben, il peut y avoir des événements qui font en sorte que là, oups, là, comme gestionnaire, il faut en donner plus. Je pense entre autres la pandémie. Ben, c'est sûr que durant le temps de la pandémie, moi, j'étais responsable d'une unité de confinement. Ben là, j'ai travaillé vraiment plus le soir. J'ai travaillé des fins de semaine. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais en général, tu sais, si tu te disciplines à dire, ben vraiment, là, tu sais, moi, c'est là le temps que je suis au travail, puis tu te réserves du temps pour ta famille. Moi, j'ai 3 enfants, fait que je veux voir mes enfants aussi le soir, la fin de semaine, ben, j'ai quand même un horaire qui est régulier. Mais avec, c'est ça, il faut se laisser une certaine flexibilité comme gestionnaire. Il peut arriver des événements qui vont faire en sorte qu'on va travailler des fois à d'autres moments. Ou ça peut arriver qu'une fin de semaine, vraiment, là, je sens qu'il faut que j'en fasse 1, 2 heures là, parce que là, ça déborde trop. Ça peut m'arriver de temps en temps. Mais j'essaie d'être disciplinée là, par rapport à ça. Et Claudia, de votre côté, c'est même son de cloche au niveau de l'horaire et des conditions? Oui, moi, c'est vraiment un horaire de jour avec quelques adaptations des fois pour faire donner un service en fin de journée, début de soirée, mais ça ressemble à ce que les autres ont dit, oui. Et là, je veux savoir, peut-être justement en commençant par vous, Claudia, selon vous, les qualités que les jeunes doivent tenter de développer le plus possible pour être heureux ou heureuses dans le domaine de la santé, des services sociaux ou dans votre métier en l'occurrence, c'est quoi selon vous ces qualités-ci? Euh, je pense que de s'intéresser à la relation d'aide plus largement, à tout ce qui aide les gens, le réseau de la santé et des services sociaux, ça le dit, hein, tu sais, c'est la santé, c'est des services sociaux, c'est très diversifié. Puis, on est beaucoup de professionnels de la relation d'aide dans tout ça, là, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychoéducateurs, les conseillers d'orientation, les techniciens en travail social. Donc, tout ça, on est tous dans le même champ de la relation d'aide. Donc, je pense qu'il faut s'ouvrir à différentes perspectives, tu sais, sur la relation d'aide pour être capable de construire, là, puis de bien collaborer avec les équipes qui nous entourent parce qu'il y a énormément de travail d'équipe dans le réseau et de collaborations différentes également. Plus spécifiquement comme conseillère d'orientation. Fait que je pense qu'il faut s'intéresser à ça. Puis aussi, je pense que des qualités, ou venant peut-être des habitudes, c'est de s'entendre ou d'entendre les jugements, des fois, qu'on a ou qu'on entend sur certaines personnes par rapport à leur situation, puis d'être capable d'apporter tout le temps une petite nuance. Tu sais, aussi, sans avoir la vérité, mais d'être capable de nuancer peut donner quand même là, une belle base là, à faire tourner dans ses habitudes, là, j'ai envie de dire. Puis plus spécifiquement comme conseillère d'orientation, ben, je pense que c'est important de s'intéresser à tous les changements ou tous les phénomènes, peut-être même parfois économiques, qui bouleversent nos façons de voir l'organisation du travail puis le monde de la formation aussi, tu sais. Moi, je suis aussi au service du développement des compétences, là, de la formation. Donc, on a des partenariats des fois avec des centres de formation professionnelle, des cégeps pour être capable de faire des programmes travail-études, par exemple. Donc, il faut s'intéresser à tout ce qui bouleverse puis qui module, qui fait en sorte qu'on crée ces choses-là pour être capable de rester quand même critique puis constructif dans tout ce qui est élaboré parce que ça va vite, on change vite puis on a besoin de trouver des solutions des fois, mais ça prend quand même des fois des regards critiques pour s'assurer qu'on reste dans la qualité de ce qu'on met en place, là. Ouais. Absolument, c'est très bien dit. Dans votre cas, Valérie, selon vous, c'est quoi les qualités que les jeunes qui nous regardent à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos devraient tenter de développer le plus possible? Ben, je suis d'accord avec Claudia qu'il faut avant tout s'intéresser à l'autre. C'est que tu sois physio, ergo, conseiller en orientation, c'est de s'intéresser à l'autre. Puis quand tu es gestionnaire, c'est la même chose aussi. Il faut que tu t'intéresses à tes employés, ce qu'ils ont besoin. Puis la plus grande qualité, c'est l'écoute.
sais, faut être à l'écoute des gens. Fait que faut avoir des bonnes qualités, des bonnes habiletés de communication, mais ça passe par l'écoute en premier lieu. C'est sûr, comme gestionnaire, après ça, ben, tu sais, il faut avoir des bonnes capacités d'organisation, là. Je vous le cache pas, il faut être organisé, il faut être responsable parce que les gens, ils attendent des choses de nous, on a des projets à livrer. Fait qu'il faut savoir développer les bons outils là, pour être organisé, pour avoir quand même un bon jugement, pour prendre quand même les décisions. Fait que ça veut dire d'être capable de prendre du recul, avoir une bonne introspection aussi sur ce sur comment on pense. On parlait de jugement aussi, on peut en avoir comme gestionnaire, de prendre du recul, sur questionner. Nous, tu sais, moi, comme personne, je vois ça d'une telle manière, mais je vais essayer d'être à l'écoute, je vais essayer d'ouvrir mon horizon pour comprendre ce que les employés, ce que les autres départements, comment ils peuvent penser pour pouvoir collaborer. Fait que, tu sais, l'esprit de collaboration, d'aimer ça, travailler en équipe. Je pense que ça, dès le secondaire, on le voit, si on aime ça, être en gang, travailler à avoir des travaux d'équipe, parce que c'est quoi qu'on va toujours faire, là, quand on travaille dans la santé. Fait que je dirais que c'est ça les principales là, qualités là, quand on va en général en santé, là, Puis, je pas juste pense, de en votre gestion. cas, les qualités que les jeunes doivent tenter de développer selon vous pour être heureux ou heureuse dans votre domaine, votre métier en l'occurrence, ce serait lesquels et pourquoi? Mais je pense que je vais ajouter sur Valérie et Claudia parce que je suis pas mal d'accord avec ce qu'elles disaient. Ça va peut-être un peu rejoindre la curiosité. Pour vrai, je pense que si vous avez ça en vous de base, vous êtes pas mal, vous partez pas mal gagnant. Comme, dans le sens où c'est ça, c'est intrinsèquement à soi, là, ça s'apprend pas, ça se développe, mais ça s'apprend pas si on l'a ou on l'a pas, entre guillemets. Donc, la curiosité de peu importe dans la relation d'aide, c'est dans la relation à l'autre, comme que ce soit l'usager, que ce soit le collègue, que ce soit le partenaire, la ressource, l'autre service, peu importe, je parlais de la curiosité. L'adaptation, faut être capable de se revirer sur un disque, non, s'il vous plaît, quand même en relation d'aide, c'est-à-dire on peut avoir tu sais, autant un appel de là, quelqu'un qui va vraiment pas bien, ou au contraire de hey, on a un nouveau dossier, ok, c'est parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout, je sais pas, je vais dire une grosse bêtise, l'interculturalité, quelque chose que je ne veux pas du tout, vers quelles ressources je vais aller pour m'outiller, parce que ça reste qui fait partie de mon caseload maintenant. Euh, L'humilité, je dirais l'humilité, parce que moi, souvent, je dis aux gens, quand j'ai commencé à les accompagner, j'ai autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de moi. Je suis personne pour vous dire de faire quoi que ce soit et de vous donner des leçons de morale, parce que souvent, ils ont un parcours de vie, puis c'est pour eux qui font ce cheminement-là. Puis moi, je vais juste être un petit grain de sable ou une petite goutte d'eau dans leur parcours, dans leur chemin ou dans leur océan, entre guillemets. Donc, c'est l'humilité de dire, ben, comme il a les skills qu'il a, puis il a les outils qu'il a, puis c'est comment moi, je peux l'aider à bonifier ça s'il le souhaite et comment il le souhaite. Donc, je dirais ça. Un truc, c'est clairement le travail d'équipe, là, comme disait Valérie, là, ça fait partie peu importe, travailler en partenariat d'équipe, beaucoup, parce qu'on travaille aussi avec des humains, que ce soit les gens qu'on accompagne, mais des fois on oublie que nos collègues, ce sont des humains aussi. C'est niaiseux, mais s'ils arrivent aussi avec leurs forces et leurs limites. Donc je dirais, en faisant du lien avec force et limites, c'est oser, parce qu'on ne se connaît pas forcément, puis c'est normal, on ne se connaît pas tout de suite quand on est jeune, puis même encore, je continue d'apprendre sur moi-même mais c'est d'oser apprendre sur soi. C'est-à-dire que tout au long de votre parcours personnel et professionnel, vous allez apprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous savez sûrement déjà une partie de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais continuez pour aussi apprendre à c'est quoi vos limites, c'est quoi vos forces. OK? Parce que ça va vous aider énormément sur tout le reste. Le but, c'est pas de vous faire peur en disant oh mon Dieu, il faut que je me connaisse absolument sur le bout des doigts avant de commencer en intervention. C'est pas ça, pas en tout. C'est oser me dire ah ben ça se peut que là je sois vraiment moins à l'aise et de l'accepter puis de voir à quel point est-ce que j'ai le goût d'être plus à l'aise ou j'ai le goût de me dire ben non, c'est pas fait pour moi cette clientèle-là par exemple ou cette problématique-là, elle vient trop me chercher exemple. Mais c'est d'oser apprendre plus sur soi pour aider à l'introspection, comme disait Valérie, C'est une et aider à qualité qui poser peut ses limites. servir dans tous les domaines de bien se connaître. Il reste quelques minutes, donc j'aimerais terminer en vous demandant, à tour de rôle, peut-être, Jouvence aussi, qui est sur une très bonne lancée.
Votre conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir avec Jeunes Explos, qui soit veulent aller dans votre domaine, faire ce que vous faites dans la vie, ou juste qui veulent en apprendre plus, ce serait quoi votre conseil pour les jeunes? Allez voir quelqu'un qui est, par exemple, un technicien en travail social. Allez juste le voir, peu importe, dans votre réseau, est-ce que vous avez quelqu'un, ou même, tu sais, je sais pas, là, peu importe, interpeller quelqu'un qui fait ça, puis ça ressemble à quoi sur le terrain. Si vous avez la chance encore plus d'aller en observation, puis de l'accompagner en intervention, c'est le best, là. Mais je dirais, aller sur le terrain. Pour vrai, aller questionner de vive voix, parce que vous allez avoir plus le vécu de la personne, puis en live. Ceux qui sont plus, il y en a qui sont moins, qui sont plus timides, puis ça, c'est correct aussi. Ben, allez lire. Je dirais, commencer par là, si c'est vous, c'est plus ça la porte d'entrée. Allez lire là-dessus. Donc, la lecture, les connaissances aussi, aller en apprendre plus, encore une fois, pas juste sur soi, mais également sur le domaine. Valérie Brodeur, votre conseil pour les jeunes, vous, ce serait quoi? Ben, je trouve ce que Jouvence a dit, je suis tout à fait d'accord. Là, les jeunes maintenant, ils ont accès à tellement de belles activités pour aller bon, participer à un webinaire, mais aller observer, faire une journée d'observation dans le cadre des jeunes explorateurs, justement, je pense que ça peut être ultra intéressant au niveau de la santé. Je pense qu'aussi les différentes universités sur leur site web, ils ont plein d'infos, ils ont des témoignages de gens qui travaillent dans les différentes disciplines. Vous pouvez consulter aussi, il y a des choses sur le site web du CIUS de la capitale nationale. En fait, le conseil, c'est, je pense, le disait, c'est de la curiosité. Allez voir, allez chercher ce qui se fait. Puis si j'y vais au niveau de la gestion, ceux qui ça leur tente, ben foncez. Foncez, donnez-vous pas de barrières. Rêvez à ce que vous avez le goût de faire, puis d'avoir une vision, mais foncez. Dites-vous que vous êtes capable, puis qu'il y a des outils, ça s'apprend. Fait que de ne pas se mettre de limites, parce que des fois, on dit, ah non, je ne suis pas capable. Mais non, on peut le faire, puis on peut toujours progresser. Fait que de ne pas se mettre de limites. Pas se mettre de limite, foncez. Dans votre cas, à vous, Claudia, votre conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir? Ben, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Faut oser. Je pense qu'il faut être attentif à qui on est aussi. Tu sais, je veux dire, aller sur le terrain, mais faites le pont avec qui vous êtes, vous. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ce que tu vois. Il faut s'intéresser autant à ce qui t'a chamboulé ou tu sais, bouleversé dans ce que tu vois qu'à ce qui t'a fait triper. Donc, j'ai envie de dire, il faut s'intéresser aux deux parce que les deux, c'est important. Puis dans le travail, ben, on a toujours besoin d'aller chercher des alliés sur quelque chose ou puis on est toujours l'allié de quelqu'un d'autre sur autre chose. Donc, c'est important de développer déjà cette connaissance de soi-là, cette autocritique, cette introspection-là. Je voulais faire du pouce sur ce que Valérie a dit, mais bref, je m'en souviens plus. Mais je suis d'accord avec tout ce qui est dit pour être puis après ça, ben, il faut foncer. Puis dans le parcours, faut étudier. Puis il y a des cours qui font pas notre affaire, mais il y a des cours qui en font plus. Fait qu'il faut persévérer. Tu sais, tout cheminement qui mène à une profession demande un certain, à un moment donné, niveau de persévérance parce qu'on se remet en question. Je suis vraiment faite pour ça. Doutez de votre propre question quand vous demandez ça, puis tu sais, à moins que ce soit si fort que vous échangez, mais si vous sentez que c'est une petite question de manque de confiance, je pense que c'est important d'en parler autour de vous, d'aller revalider ce en quoi vous vous êtes senti en cohérence avec ce choix-là, puis foncez, continuez. Ça passe tellement vite. Moi, j'ai fait un bac, une maîtrise en retour aux études, puis j'en reviens pas encore comment ça passait vite. Puis je Oui, voyais ça comme une absolument. montagne. Absolument. Ça passe très vite. C'est des très bons conseils. Puis j'en profite parlant de connaissances, d'en apprendre plus. Il y a des informations sur les réseaux sociaux, à la page de Jeunes Explos, le site du CIUS de la capitale nationale également. Internet, c'est toujours très pratique. Puis, comme j'ai dit, c'est en rediffusion, c'est sur YouTube, c'est sur le Facebook de Jeunes Explos. Donc, on peut toujours envoyer le webinaire d'aujourd'hui dans le cadre de la Semaine de la santé et des services sociaux. J'en profite pour vous remercier, vous trois. Jouvence Hearst, technicienne en travail social. Merci beaucoup, Jouvence. Valérie Brodeur, chef du programme des lésions musculo-squelettiques, brûlures graves et amputations. Un gros, gros merci. Valérie Claudia Comtois, conseillère d'orientation. Merci à vous trois pour votre temps. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci aux jeunes qui étaient présents. Puis je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci à Merci pour vous. tout.